Bonjour à tous et bienvenue sur Atelk avec Abdelkader. Sous le capot, notre application PostFlow est désormais ultra solide. Les données circulent, la base de données Room répond présente et notre logique d'état est en place. Bref, la mécanique interne est prête. Mais pour l'instant, visuellement, c'est très brut. Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Nous allons transformer cette base technique en une interface moderne et élégante grâce à Jetpack Compose. Au programme, nous allons concevoir nos composants réutilisables, structurer nos écrans de listes et de détails, et surtout gérer proprement tous les états de l'UI, du chargement à la gestion des erreurs. Nous terminerons en beauté en façonnant notre propre thème Material 3 avec nos couleurs et nos typographies. À la fin de cette vidéo, l'application sera non seulement robuste, mais graphiquement unique et prête à être publiée. On procède par étapes, les composants, les écrans, puis le thème. C'est parti. 1. Les ressources de l'application. Avant de construire nos composants, nous allons ajouter les ressources graphiques qui seront utilisées dans l'interface. Notre application affiche une image pour chaque poste chargé depuis le web via la bibliothèque Coil. Pour éviter les problèmes lorsqu'une image est en cours de chargement, lorsqu'un téléchargement échoue ou encore dans les previews de Compose, nous allons prévoir deux images de remplacement, une image de chargement et une image d'erreur. Pour cela, je vais importer img_placeholder et img_error dans le dossier REST à l'aide du Resource Manager d'Android Studio. On distingue les deux cas volontairement. L'image de chargement indique que quelque chose arrive, tandis que l'image d'erreur signale un problème. Ce sont deux états différents pour l'utilisateur, et l'interface doit les communiquer clairement. Dans la barre latérale gauche, j'ouvre le Resource Manager, je clique sur le petit plus, puis sur Import Drawables, et je sélectionne mes deux fichiers. Petite astuce de configuration, pour le Qualifier Type, je choisis Density, puis No Density comme valeur. Pourquoi? Pour que nos images soient placées dans le dossier REST Drawable-No DPI. De cette façon, Android ne tentera pas de les redimensionner automatiquement selon la densité de l'écran, ce qui est parfait pour préserver les performances et la netteté de ce type de ressources. Une fois importé, Android Studio les rend disponibles via la classe R. Nous pourrons y accéder directement dans notre code Compose avec r.drawable.img_placeholder et r.drawable.img_error, par exemple en les passant à notre bibliothèque de chargement d'images. 2. Les composants. Maintenant que nos ressources sont en place, nous allons commencer à construire les composants de notre interface. Nous allons commencer par le plus simple, le bouton permettant d'ajouter ou de retirer un post des favoris, le composant Favorite Button. Ce bouton sera utilisé à plusieurs endroits de l'application, aussi bien dans la liste des posts que dans l'écran de détail. Plutôt que de dupliquer le même code, nous allons en faire un composant réutilisable. C'est l'un des principes fondamentaux de Jetpack Compose, construire l'interface à partir de petits composants indépendants que l'on peut réutiliser dans toute l'application. Créons donc le fichier FavoriteButton.kt. Comme tous les composants Compose, notre fonction est annotée avec addComposable. Elle reçoit deux paramètres principaux, isFavorite qui indique si le post est déjà enregistré parmi les favoris, et onToggle qui sera appelé lorsque l'utilisateur appuiera sur le bouton. Enfin, nous ajoutons un paramètre modifier avec une valeur par défaut. C'est une bonne pratique en Compose. Cela permet aux composants qui utilisent un favorite button de contrôler facilement son apparence et son positionnement. Icon Button. Nous utilisons ensuite un Icon Button. Il s'agit d'un composant Material 3 qui encapsule une icône cliquable. Lorsque l'utilisateur appuie dessus, la fonction onToggle est exécutée.
l'icône. L'icône affichée dépend de l'état du poste. Si is favorite vaut true, nous affichons un cœur plein avec icons.field.favorite. Dans le cas contraire, nous affichons un cœur vide avec icons.outlined.favorite Cette écriture utilise une expression if qui permet de choisir directement la valeur de ImageVector en fonction de l'état du composant. L'accessibilité. Le même principe est appliqué à Content Description. Cette description n'est pas visible à l'écran, mais elle est utilisée par les lecteurs d'écran pour rendre l'application accessible aux personnes malvoyantes. Lorsque le post est déjà en favori, la description devient retirée des favoris, sinon elle indique ajouter aux favoris. La couleur. Enfin, nous personnalisons la couleur de l'icône grâce au paramètre Tint. Lorsqu'un post est marqué comme favori, l'icône est affichée en rouge, color.red, afin de le mettre en évidence. À l'inverse, un post non favori utilise un gris, color.gray, une couleur plus discrète qui indique visuellement son état inactif. Les previews. Comme pour tous nos composants, nous terminons par deux fonctions de preview. La notation addPreview est fournie par le package compose.ui.tooling.preview. Elle indique à Android Studio que cette fonction doit être rendue directement dans le panneau de prévisualisation sans lancer l'application, sans émulateur, sans appareil physique. Show background equals true ajoute un fond blanc derrière le composant, utile pour visualiser les composants transparents ou à fond sombre. La fonction annotée addPreview doit aussi être annotée addComposable et elle ne doit accepter aucun paramètre. C'est pourquoi on fournit des valeurs fictives directement à l'intérieur. Ici deux previews, une pour l'état normal avec isFavorite equals false et une pour l'état favori avec isFavorite equals true. On vérifie ainsi les deux états visuels du composant en un coup d'œil. On clique par exemple sur l'onglet Split pour voir la prévisualisation. C'est une bonne pratique de créer une preview par état significatif. Ça évite les surprises au moment du vrai rendu. Le composant postcard.kt. Notre premier composant est maintenant terminé. Nous allons pouvoir le réutiliser dans un composant plus complet. Nous allons maintenant créer postcard. C'est lui qui représentera un post dans nos différentes listes. Il réutilise d'ailleurs le composant favorite button que nous venons de construire. C'est tout l'intérêt de Jetpack Compose, assembler l'interface à partir de petits composants indépendants et réutilisables. Commençons par la signature de notre composant. Postcard reçoit 4 paramètres. Le post à afficher, 2 callbacks on postclick, on favorite click, ainsi que le modifier devenu incontournable dans les composants Compose. Vous remarquerez que les callbacks ne reçoivent aucun paramètre. C'est volontaire. Postcard ne connaît pas la logique de l'application. C'est le composant qui l'utilise qui sait quel post est concerné et qui décidera de l'action à effectuer. La card Material Free. Toute l'interface est construite autour d'une card Material Free. La carte apporte automatiquement un fond adapté au thème, une ombre portée et des coins arrondis. Grâce à la surcharge de card, nous pouvons lui passer directement en clic égale en post-click. Cette version est optimisée pour les interactions et évite d'ajouter un modifier .clickable séparé. Enfin, nous utilisons Material Theme .shapes.large et une élévation de 6 dp. Ces valeurs resteront cohérentes avec le thème que nous personnaliserons un peu plus loin dans l'épisode. La mise en page, colonne principale. La card contient tout d'abord une colonne principale. Cette colonne est le conteneur de toute la carte. Elle applique le padding intérieur et organise les différents éléments verticalement. Son premier enfant est un row. C'est lui qui place l'image à gauche et les informations du post à droite. L'image avec coil. Nous affichons d'abord l'image avec async image de la bibliothèque coil.
L'image est téléchargée de manière asynchrone sans bloquer l'interface utilisateur. Pendant les chargements, un placeholder affiche notre image de remplacement. Si le téléchargement échoue, error affiche img_error. Les ressources que nous avons importées tout à l'heure entrent maintenant en jeu. Enfin, ContentScale.crop permet de remplir entièrement la zone de 120 par 90 dp sans déformer l'image. Si nécessaire, elle est simplement recadrée. La colonne de droite. Après un petit spacer, une seconde colonne occupe tout l'espace restant grâce à modifier.weight1f. Elle contient tout d'abord le titre du post. Les titres provenant de l'API sont entièrement en minuscules. L'appel à replace first char permet simplement de mettre la première lettre en majuscule avant l'affichage. Le titre est également limité à 2 lignes afin de conserver une carte compacte. L'option Overflow égale Text Overflow ellipsis indique à Compose d'ajouter automatiquement des points de suspension lorsque le texte dépasse l'espace disponible. La ligne auteur favori. Sous le titre, un spacer ensuite, un second row affiche l'auteur à gauche et notre composant favorite button à droite. Un spacer utilisant modifier.weight1f pousse naturellement le bouton des favoris jusqu'au bord droit de la carte. L'aperçu du contenu. Une fois ce premier row terminé, nous revenons à la colonne principale. Nous ajoutons un léger espacement, puis nous affichons un aperçu du contenu du post. Ce texte n'appartient plus au row précédent, il occupe toute la largeur de la carte sous l'image et les informations. Nous appliquons le même principe qu'au titre, le body est limité à 2 lignes avec Text Overflow ellipsis pour signaler qu'il existe une suite non affichée. La preview. Comme toujours, nous terminons par une preview. Elle est encapsulée dans PostFlow Theme afin que les couleurs, les formes et les typographies de notre thème soient également utilisées dans le panneau de prévisualisation. Nous créons un post fictif avec isFavorite égale true, ce qui nous permet de vérifier immédiatement que le cœur est affiché dans son état actif. À l'écran, on obtient déjà une carte complète et harmonieuse, l'image, le titre, l'auteur, le bouton de favori et un aperçu de contenu. Notre composant est prêt à être réutilisé partout dans l'application. Le composant PostDetailCard.kt. Après la carte compacte destinée à nos listes, passons au composant qui va orchestrer le détail complet d'un post. Il va reprendre exactement les mêmes données, mais avec une mise en page beaucoup plus généreuse. Une image grand format pour l'immersion, une typographie plus affirmée et surtout l'affichage de l'intégralité de l'article. Vous allez voir que nous réutilisons immédiatement notre favorite button. C'est tout l'intérêt de l'approche déclarative de Compose. On assemble des briques autonomes sans dupliquer une seule logique du code UI. Signature de PostDetailCard. PostDetailCard reçoit 3 paramètres. Le post à afficher, un callback on favorite click et le modifier habituel. Contrairement à PostCard, il n'y a pas ici de callback en PostClick. Nous sommes déjà sur l'écran de détail, la carte n'a donc plus besoin d'être cliquable. La card Material Free. Le composant est construit autour d'une card Material Free. Nous lui donnons une largeur maximale grâce à Fill Max Width, des coins plus généreusement arrondis avec Rounded Corner Shape 20 dp et une élévation légèrement plus importante de 8 dp. Cette carte devient ainsi l'élément principal de l'écran de détail. La mise en page colonne principale. La carte contient une colonne principale qui implique un padding intérieur de 16 dp et organise les éléments verticalement. L'image. Le premier élément est l'image du post. Comme dans PostCard, nous utilisons Async Image de la bibliothèque Coil afin de charger l'image de manière asynchrone. Les propriétés placeholder et error utilisent notre image de remplacement afin d'assurer un affichage propre pendant le chargement ou en cas d'échec. Cette fois,
l'image occupe toute la largeur de la carte avec une hauteur de 240 dp, ce qui lui donne davantage de présence. Enfin, ContentScale.crop permet de remplir entièrement la zone disponible sans déformer l'image. Le titre et les informations. Après un espacement de 20 dp, nous affichons un row. À gauche, une colonne occupe tout l'espace disponible grâce à modifier.weight1f. Elle contient d'abord le titre du poste. Comme précédemment, nous utilisons Replace First Char afin de mettre automatiquement la première lettre en majuscule. Le style Headline Small lui donne une importance visuelle supérieure à celui utilisé dans la liste des postes. Sous le titre, nous affichons le nom de l'auteur en italique avec la couleur principale du thème. À droite, nous retrouvons notre composant Favorite Button aligné en haut de la ligne pour rester visuellement proche du titre. Le contenu complet. Un dernier spacer de 24 dp et nous affichons enfin le contenu complet de l'article via un simple composant texte configuré en body labs. Ici, aucune restriction de ligne ni de text overflow. L'utilisateur peut consommer l'intégralité du contenu à son rythme. La preview. On boucle l'étape avec la preview développée dans notre Post Flow Theme personnalisé. En injectant un post fictif configuré avec isFavorite equals true. On valide instantanément et d'un seul coup d'œil les espacements, les contrastes de nos textes et le comportement du bouton favori actif. Et voilà le travail. Regardez le rendu dans le panneau de prévisualisation d'Android Studio. C'est propre, c'est aéré et le corps de l'article occupe tout l'espace nécessaire. Notre composant de détail est prêt. Le composant Loading View.kt. Nos deux composants d'affichage sont prêts, mais une interface bien conçue ne se limite pas à l'affichage des données. Elle doit aussi gérer les moments où les données ne sont pas encore disponibles. Souvenez-vous de notre UI state. Il peut représenter trois situations différentes. Les données sont en cours de chargement, une erreur est survenue, ou bien les données sont disponibles. Nous avons déjà construit les composants qui affichent les données. Il nous faut maintenant créer ce qui représente les deux autres états. Commençons par Loading View, ce que l'utilisateur voit pendant le chargement. Signature de Loading View. Loading View ne reçoit qu'un seul paramètre, le modifier. Pas de données, pas de callback. Son seul rôle est d'indiquer à l'utilisateur que quelque chose est en cours. La mise en page. Le composant s'articule autour d'une colonne. Pour qu'elle s'étende sur tout l'espace disponible, on s'assure de lui donner une taille maximale. Horizontal alignment equals alignment.center horizontally et vertical arrangement equals arrangement.center. Les deux ensembles centrent parfaitement le contenu dans l'espace disponible. Circular Progress Indicator. Circular Progress Indicator est le composant Material Free standard pour indiquer un chargement. Il tourne indéfiniment. On l'appelle un indicateur indéterminé parce qu'on ne connaît pas la durée du chargement. Le texte. On ajoute un message texte sous l'indicateur chargement des postes pour que l'utilisateur comprenne ce qui se passe. Une interface silencieuse qui tourne sans explication peut sembler figée. La preview. La preview est encapsulée dans Post Flow Theme. Aucun paramètre nécessaire. Loading View se suffit à lui-même. Voici le rendu de notre composant. Dans le panneau de prévisualisation, on retrouve l'indicateur de progression centré accompagné de son message. Nous venons de gérer le premier état de notre UI state, le chargement. Il nous reste maintenant à traiter le deuxième, la gestion des erreurs. ErrorView.kt. Nous venons de gérer l'état de chargement. Passons maintenant au deuxième état de notre UI state, la gestion des erreurs. Signature. ErrorView reçoit simplement le message d'erreur affiché ainsi que le modifier habituel. La mise en page. Le composant repose sur une colonne qui occupe tout l'espace disponible grâce à Fill Max Size. Nous pouvons ainsi centrer facilement son contenu aussi bien horizontalement que verticalement, afin que le message soit immédiatement visible pour l'utilisateur. L'icône. L'icône Error Outline de Material Free est colorée avec Color Scheme.error, ce qui la fait ressortir immédiatement. Les textes. Le titre attire l'attention de l'utilisateur, tandis que le second texte affiche le détail de l'erreur reçue en paramètre.
La preview. Comme toujours, une preview nous permet de vérifier rapidement le rendu du composant avec un message d'erreur fixe. Voici le rendu de notre composant dans le panneau de prévisualisation. On vérifie que l'icône, le titre et le message sont correctement centrés et immédiatement lisibles. Le composant EmptyState.kt. Nous avons traité le chargement, nous avons traité l'erreur. Il nous reste un dernier cas de figure souvent oublié, mais capital pour l'expérience utilisateur, l'état vide ou empty state. C'est ce qui s'affiche lorsque la requête réussit parfaitement, mais que la base de données ou l'API ne renvoie aucun élément. Signature. Pour rendre ce composant hautement réutilisable, on lui passe des valeurs par défaut directement dans les paramètres. Par défaut, le titre sera aucun port. Le message expliquera qu'aucun élément n'est disponible et l'icône sera une boîte de réception vide icons.outlined.inbox. De cette façon, si on veut l'utiliser plus tard pour l'écran des favoris, il suffira de surcharger ces textes sans recréer un nouveau composant. Mise en page. Sans surprise, nous appliquons la même forme que pour nos vues précédentes. Nous gênons le modifier .fillMaxSize sur notre colonne principale. C'est l'assurance que notre message d'absence de données trônera fièrement au centre de l'écran plutôt que de s'entasser tout en haut. Icône. Pour l'icône, on lui applique une taille généreuse de 48 dp. Côté couleur, on utilise materialtheme.colorscheme on surface variant. C'est la teinte sémantique parfaite pour les éléments secondaires ou désactivés, ce qui évite de surcharger visuellement l'écran. Titre et sous-titre. Vient ensuite le titre en title medium et le sous-titre en on surface variant, séparé par un léger spacer pour la hiérarchie visuelle. La preview. La preview utilise les valeurs par défaut du composant, ce qui nous permet de vérifier immédiatement son apparence. Nous obtenons ainsi un écran vide, clair et réutilisable, prêt à être utilisé partout où l'application n'a aucune donnée à afficher. Nos trois composants de transition, chargement, erreur et état vide sont désormais prêts. La structure technique est complète. Nous allons pouvoir passer à l'étape supérieure, l'assemblage de nos écrans principaux. Construire ou composer les écrans. Construire pause screen. Nous y voilà maintenant que nos composants sont prêts. Nous allons les assembler pour construire notre premier véritable écran pause screen. Signature. Ce composant reçoit notre pause view model. Les deux callbacks de navigation en pause click et en favorites click, ainsi que le modifier habituel. Observer le view model. La première étape consiste à observer l'état exposé par le view model. Grâce à Collect as State, nous transformons le state flow en un état que Compose peut observer. Dès que le view model mettra à jour les données, notre écran se redessinera automatiquement. Le routage des états de l'interface. Toute l'interface est ensuite placée dans un box occupant tout l'écran. À l'intérieur, une expression when joue le rôle d'un routeur. Selon l'état de notre UI state, elle choisit le composant le plus approprié. Si isLoading est vrai, nous affichons loading view. Si une erreur est présente, nous affichons error view en lui transmettant le message correspondant. Si la liste est vide, nous utilisons empty state pour informer l'utilisateur qu'aucun poste n'est disponible. Vous remarquez que Loading View, Error View et Empty State gèrent désormais eux-mêmes leur mise en page. L'écran n'a donc plus qu'à choisir lequel afficher. Enfin, lorsque toutes les données sont disponibles, nous affichons la liste des postes. La liste des postes. Pour afficher les données, nous utilisons une Lazy Column, l'équivalent moderne et performant du Recycler View. Seuls les éléments visibles sont composés, ce qui garantit d'excellentes performances avec de longues listes. Nous appliquons un Content Padding pour laisser de l'espace autour des cartes, ainsi qu'un Vertical Arrangement afin d'espacer chaque élément. Chaque élément de la liste est représenté par notre composant PoseCard. Nous lui transmettons le poste à afficher, la navigation lors d'un clic sur la carte, ainsi que le callback permettant d'ajouter ou de retirer le poste des favoris. À ce stade, toute notre architecture est reliée.
Le ViewModel fournit les données, Compose observe automatiquement les changements et nos composants affichent le bon état au bon moment. Lancement de l'app. On lance l'application et voilà, après un bref écran de chargement, notre liste s'affiche. Les images se déploient de manière fluide grâce à Coil et le défilement est parfaitement fluide. Notre flux réseau est connecté. Construire Favorite Screen. Passons à notre écran des favoris, favoritescreen.kt. Sa signature est plus simple que celle de l'écran principal, puisqu'il n'est plus nécessaire de passer une lambda de navigation vers les favoris. Nous y sommes déjà. Côté architecture, nous observons le flux Favorites UI State de notre ViewModel. La gestion du chargement et de l'erreur reste identique à l'écran précédent. La vraie force ici réside dans la réutilisabilité de notre empty state. Si la liste est vide, nous surchargeons simplement ces textes pour afficher aucun favori et guider l'utilisateur. Un seul composant graphique pour deux contextes différents. Enfin, le bloc else déploie notre lazy column. Elle affiche les postcards des articles aimés. Si l'utilisateur décoche un cœur, le ViewModel met à jour le flux et le post disparaît instantanément de l'écran avec fluidité. Lancement de l'app. Côté favori, la liste est vide. Notre empty state personnalisé s'affiche bien au centre. Retournons sur l'accueil pour liker quelques posts. De retour sur l'onglet favoris, la liste s'est mise à jour instantanément. Et si on décroche un cœur, l'élément disparaît en direct. L'architecture réactive fait des merveilles. Construire Post Detail Screen. Terminons notre parcours d'écran avec la vue de détail. postdetailscreen.kt. En plus du ViewModel, sa signature reçoit le Post ID du conteneur de navigation, ainsi qu'un callback en back-click pour le futur bouton retour. La nouveauté réside dans ce bloc Launch Effect lié au Post ID. Il garantit que la fonction Load Post Detail de notre ViewModel est appelée au premier affichage ou si l'identifiant change, le tout sans bloquer l'interface. La structure conditionnelle when orchestre à nouveau nos états de chargement et d'erreur. Si le serveur renvoie un contenu vide, notre fidèle empty state affiche un message post introuvable. Enfin, dès que les données sont valides, Kotlin opère un smartcast sécurisé et nous affichons notre composant généreux PostDetailCard en lui branchant directement le changement de favori. Lancement de l'application. Vérifions maintenant le résultat dans l'émulateur. Nous ouvrons un poste depuis la liste. La navigation s'effectue correctement et l'écran de détail affiche l'image, le titre, les informations de l'auteur, le contenu complet ainsi que le bouton de favori. Notre logique d'écran est complète. Mais ce premier test met aussi en évidence un comportement inattendu. Lorsque nous cliquons sur le bouton favori de cet écran, le cœur ne change pas immédiatement d'état. C'est un problème que nous n'avions pas anticipé. Comme souvent en développement, certaines anomalies n'apparaissent qu'au moment des premiers essais de l'application. Nous allons comprendre l'origine de ce bug et le corriger dans la partie suivante, consacrée au débogage et aux corrections de notre architecture. Débogage et correction de l'architecture. Comme constaté précédemment, j'ai beau cliquer sur le cœur de notre écran de détail, l'icône ne passe pas au rouge. Pourtant, si je retourne sur l'écran principal, le poste est bien en favori. Qu'est-ce qui se passe? 1. Le piège du détail, le combat flow versus suspend. Souvenez-vous de l'épisode 3. Nos listes principales retournent un flow qui observe la base de données en continu. C'est pour ça qu'elles réagissent instantanément. En revanche, notre fonction getPostById est une simple fonction suspend. Elle récupère le poste une fois au chargement, puis elle s'arrête. Elle n'écoute pas les modifications futures. Quand on clique sur le cœur, la base de données change, mais notre écran de détail reste figé sur sa photo initiale. Pourquoi ne pas avoir mis un flow sur le détail pour régler le problème à la racine? Techniquement, c'est possible, mais un écran de détail est éphémère. Garder un flow ouvert forcerait Room à
observer la base de données en permanence pour un poste dont le texte ne bougera plus. C'est inutilement gourmand. La solution industrielle. Utilisez Suspend pour charger le poste, combiné à une mise à jour locale et chirurgicale de notre UI state au moment du clic. C'est ultra réactif et bien plus économe pour les ressources. Passons à la pratique dans notre Post View Model pour implémenter cette correction. Regardez notre fonction Toggle Favorite actuelle. Juste après l'appel au repository, nous allons intercepter l'état de notre écran de détail pour le rafraîchir en mémoire. Pour intégrer notre correction, faisons un peu de place dans notre fonction Toggle Favorite. Nous allons d'abord documenter l'existant. Notre première étape reste inchangée. On persiste la modification dans la base de données via Room. C'est à la suite de cette action que nous allons injecter notre para. Étape 2, nous allons rafraîchir manuellement l'état de notre écran de détail, mais de manière totalement chirurgicale. Pour cela, on commence par capturer une référence locale et stable du poste actuellement affiché à l'écran. On pose ensuite notre garde-fou. Si un détail est bien visible et qu'il possède exactement l'identifiant du post qui vient d'être liké, alors on demande à notre flux d'état de se mettre à jour. On conserve l'intégralité de l'état actuel de l'écran et on remplace uniquement l'objet post par une copie dotée de la nouvelle valeur de notre favori. Le tour est joué. Allez, on compile le projet pour valider notre correctif directement sur l'émulateur. Je retourne sur notre liste principale, je clique sur un article pour ouvrir son détail, et maintenant j'appuie sur le cœur, parfait. L'icône passe instantanément au rouge et vice-versa, sans aucun clignotement ni latence. Et si je reviens en arrière, la liste principale est elle aussi parfaitement à jour grâce à son flow. Notre architecture réactive est désormais irréprochable et robuste. Le piège de la synchro. L'API écrase nos favoris. Notre écran de détail est réparé. Mais vous avez sans doute remarqué un autre comportement étrange. À chaque fois que l'on relance l'application, tous nos favoris disparaissent. Rappelez-vous, dans notre Post.io, nous utilisons la stratégie Replace lors de l'insertion. Au démarrage, Sync Post télécharge les données fraîches de l'API qui ne connaît pas nos favoris et écrase purement et simplement nos données locales. On pourrait penser qu'il suffit de changer Replace par Ignore. C'est le premier piège. Si on fait ça, Room ignorera les postes existants et notre application ne mettra plus jamais à jour le texte ou le titre d'un article modifié sur le serveur. Une autre option serait de séparer nos tables dans la base de données, mais la refondation complète de notre architecture Room serait onéreuse en temps. La véritable approche industrielle consiste à orchestrer une fusion dans notre repository. Pour cela, nous allons créer une nouvelle requête dans notre DAO pour récupérer uniquement la liste des identifiants de nos favoris locaux. SyncPost appellera cette méthode pour injecter la valeur true sur les postes correspondants avant de les sauvegarder. Ajout de la requête dans Post.io. Commençons par ouvrir notre Post.io pour y ajouter l'outil qui nous manque. Nous allons documenter notre besoin. Récupérer une photo instantanée, un snapshot des articles likés par l'utilisateur. On écrit une requête SQL ultra légère qui ne cible que la colonne des identifiants pour ne pas charger inutilement la mémoire. On définit une fonction suspend classique et non un flow car on veut une action one-shot juste avant notre synchronisation réseau. Elle nous retournera une simple liste d'entités. Rendons-nous maintenant dans notre repository pour réorchestrer notre synchronisation. Étape 1, on isole nos favoris actuels. On appelle la fonction que l'on vient de créer pour stocker nos IDs favoris en mémoire. Étape 2, on garde notre appel réseau pour récupérer les postes distants. Étape 3, c'est ici que la magie de la fusion opère. On supprime notre ancienne conversion brute qui écrasait tout sur son passage et on la remplace par un .map plus intelligent
On commence par convertir notre modèle réseau vers le domaine. Puis, on utilise le super pouvoir de Kotlin, la méthode .copy. On clone notre objet de domaine en injectant au vol la valeur true si son identifiant fait partie de nos favoris locaux. Une fois notre modèle de domaine fusionné, il ne reste plus qu'à le convertir en entité room. Enfin, on envoie cette liste à notre base de données. Grâce à la stratégie Replace, les titres et descriptions se mettent à jour avec les infos fraîches de l'API, mais nos précieux favoris locaux sont préservés. Vérifions maintenant que notre correction fonctionne réellement. Je relance simplement l'application depuis Android Studio. Les favoris sont toujours là. Allons un peu plus loin, je force maintenant l'arrêt complet de l'application et cette fois encore les favoris sont parfaitement conservés. Notre synchronisation récupère bien les données les plus récentes depuis le serveur tout en préservant les informations locales enregistrées par l'utilisateur. Ce petit bug nous a permis de découvrir un aspect essentiel du développement mobile. Lorsqu'une application combine des données distantes et des données locales, il ne suffit pas de remplacer les anciennes données par les nouvelles. Le rôle du repository est justement d'orchestrer cette fusion pour que chaque source conserve ce qui lui appartient. Les informations venant du serveur sont mises à jour, tandis que les préférences de l'utilisateur comme les favoris restent intactes. C'est exactement ce type de logique qui distingue une application fonctionnelle d'une application réellement robuste. Le thème. Maintenant que notre architecture de données est robuste et à l'épreuve des bugs, il est temps de donner une âme visuelle à notre application. Bienvenue dans la création de notre design system. Le concept, presse et code. Postflow est une appli qui affiche des posts avec des user ID, bref un flux éditorial construit sur une API. L'idée, croiser l'univers presse édition, titre en série, filet d'accent avec l'univers dev, une police mono pour les métadonnées. Le choix des couleurs aussi ne doit rien au hasard. Commençons avec les couleurs. Color.kt. Ouvrons le fichier color.kt pour y déposer nos pigments. Nous allons nommer nos couleurs en écho direct avec le monde de l'imprimerie. Encre de marque. À la place d'un noir numérique absolu, nous créons Ink et Ink Surface Dark. Des noirs d'encre profonds teintés d'une pointe de bleu nuit, beaucoup plus élégants et reposants pour la lecture. Papier. Pour le fond, nous oublions le blanc chirurgical. Bienvenue à Newsprint, une teinte papier journal légèrement ivoire qui rappelle le grain des grands quotidiens et fatigue moins les yeux. Accent principal. Notre accent principal s'appelle Signal. C'est un jaune orangé chaud, presque ocre, idéalement pour surligner les éléments importants sans agresser. Accent dédié aux favoris, uniquement un favorite button. Pour le bouton des favoris, nous isolons une couleur dédiée, rose, un rose doux mais affirmé qui va trancher avec le reste de l'application au moment du clic. Erreur, rouge, tampon, correction. Pour les états d'erreur, nous choisissons Amber. C'est un rouge mat évoquant le tampon d'encre rouge d'une correction de rédaction. Texte secondaire, métadonnées. Enfin, Slate et sa variante claire habilleront nos textes secondaires et nos métadonnées avec un gris bleuté très lisible, rappelant l'univers du développement. Notre palette est prête. Type.kt. Après les couleurs, passons au second pilier de notre identité visuelle, la typographie. Toujours pour refléter l'esprit de notre application entre presse et développement, nous allons utiliser 3 familles de polices, chacune avec un rôle bien défini. Newsreader, une police avec empattement, donnera un style éditorial à nos titres. Manrope, une police sans empattement, assurera une lecture confortable du contenu. Space Mono, une police à chasse fixe, rappellera l'univers du développement pour afficher les métadonnées comme l'auteur ou l'identifiant du poste. Cette combinaison donnera immédiatement une personnalité cohérente à toute l'application. Mais avant de définir nos styles de texte, nous devons préparer l'environnement du projet. Ajout de la dépendance. Pour faire fonctionner ce design system sans alourdir
le poids final de notre application, nous allons utiliser les polices téléchargeables de Google. Commençons par ajouter la bibliothèque dédiée. Nous ajoutons la dépendance UI Text Google Fonts dans Build Gradle de App dans la partie dépendance. Elle va nous permettre de charger nos polices de manière asynchrone et sécurisée. On ajoute donc la dépendance et on synchronise Gradle et on passe à l'intégration visuelle de notre première typographie. L'assistant Android Studio, le premier ajout en détail. Dans l'onglet Font, on clique sur le bouton plus, puis More Fonts. Pour que notre application puisse demander poliment ses polices au système Android, nous devons générer un certificat de confiance. Android Studio s'occupe de tout via Resource Manager. Cherchons notre police éditoriale Newsreader. C'est elle qui donnera cet aspect papier journal à nos titres. Dans la barre de recherche, on tape Newsreader, on la sélectionne. On sélectionne semi-bold, on coche la case Create Downloadable Font et on valide. Très important, veillez à bien laisser l'option Create Downloadable Font cochée. Android Studio va automatiquement créer un fichier de ressources fontssearch.xml dans notre projet. C'est le précieux sésame pour télécharger les polices en tâche de fond. Pour les 6 autres variantes requises par notre design, Newsreader Medium, Melrope Regular, Medium and Bold et Space Mono Regular and Bold, je procède à la même opération en accéléré. L'écriture de type.kt. Ouvrons maintenant type.kt. Nous commençons par déclarer le fournisseur de police Google Font, puis les 3 polices qui constitueront notre identité visuelle Newsreader, Melrope et Space Mono. Notre première famille est Display Font Family, construite avec Newsreader. C'est un serif éditorial magnifique. En l'important en poids medium et semi-bold, nous nous assurons que nos titres accrocheront le regard avec l'élégance d'une presse papier de qualité. La deuxième famille est Body Font Family avec Melrope. Pour le corps de nos articles, nous laissons de côté les empattements pour une police sans serif très épurée, déclarée en Regular, Medium et Bold, qui couvriront tous les besoins du corps de texte. Enfin, notre troisième famille, c'est Monofont Family avec Space Mono. C'est ici que le monde du développement s'exprime. Cette police monospace rigide et brute va habiller nos informations système. Passons maintenant à l'assemblage de notre configuration globale typographie. Nous attribuons notre serif Newsreader à nos styles de titre Headline Small et Title Medium. Le rendu sera instantanément plus littéraire, plus posé. Le corps de texte hérite naturellement de Melrope avec des hauteurs de lignes généreuses indispensables pour aérer le contenu de nos posts. Et pour finir, nous lions notre monospace Space Mono à notre style Label Medium avec une taille compacte de 12 points et un graisse en gras. Chaque métadonnée ressemblera à un tag de commit Git ou un code d'archivage de presse. Notre grille de caractères est maintenant scellée. Nos 3 familles de polices sont maintenant intégrées au système Material Free. Il ne reste plus qu'à les utiliser dans nos composants, ce qui se fera automatiquement grâce à Material Theme Typography. Les formes, Shapes. Après les couleurs et la typographie, le troisième pilier de notre design concerne la géométrie de nos composants, les formes ou shapes. Contrairement à color.kt et type.kt, le fichier shape.kt n'est plus créé par défaut dans les nouveaux modèles de projet Jetpack Compose. Nous allons donc le créer nous-mêmes pour centraliser notre charte géométrique. L'idée est simple. Plutôt que de choisir des coins arrondis différents dans chaque composant, nous allons définir une seule palette de formes qui sera partagée par toute l'application. Ainsi, une carte, une image, un bouton utiliseront le même langage visuel. Si nous souhaitons modifier l'apparence de l'application plus tard, il suffira de changer quelques valeurs dans un seul fichier. Compose met à notre disposition plusieurs tailles de formes, de extra small jusqu'à extra large.
À nous de leur attribuer les rayons qui correspondent à notre identité graphique. Les valeurs augmentent progressivement 5, 8, 12, 16, puis 20 dp. Cette progression crée une hiérarchie naturelle tout en conservant une impression d'homogénéité dans toute l'interface. À partir de maintenant, nos composants n'utiliseront plus directement Rounded Corner Shape, ils demanderont simplement une forme au thème avec material.shapes.large or medium or extra large. Nos cartes, nos images et tous les futurs composants partageront ainsi exactement les mêmes arrondis. Une simple modification dans shape.kt suffira désormais à transformer l'apparence de toute l'application. Theme.kt. Assembler notre identité visuelle. Le concept, l'assemblage et la préservation de la marque. Maintenant que nous avons nos pigments, nos polices de caractères et nos découpes de papier, il est temps d'assembler tout cela dans notre chef-d'œuvre visuel Theme.kt. C'est ici que nous allons définir nos deux modes de lecture. Le mode clair, pensé comme une page de quotidien en plein soleil, et le mode sombre, conçu comme le terminal d'un développeur qui code tard dans la nuit. Nous ferons aussi un choix crucial, désactiver par défaut les couleurs dynamiques d'Android pour protéger l'identité de notre marque. L'écriture de Theme.kt. Ouvrons notre fichier Theme.kt, nous commençons par définir notre palette claire. Nous y injectons nos couleurs sur mesure. Le fond prend la teinte ivoire de notre papier newsprint. L'écriture principale prend notre noir d'encre Ink et notre bouton favori s'illumine avec notre touche rose. Le bloc Dark Color Scheme. Pour la version sombre, les rôles s'inverse pour rappeler un éditeur de code. Le fond plonge dans l'obscurité avec notre encre profonde Ink. Le texte redevient blanc papier et notre couleur principale d'accentuation passe sur notre jaune orangé Signal pour garantir d'excellents contrastes. Regardez bien la signature de notre fonction PostFlowTheme. Nous désactivons volontairement le paramètre Dynamic Color par défaut. Si nous le laissons à True, sur les appareils Android récents, le système écraserait notre palette papier journal pour les couleurs du fond d'écran de l'utilisateur. Nous voulons préserver notre identité éditoriale. Le code choisit intelligemment la bonne palette selon les préférences de l'utilisateur tout en conservant la possibilité d'activer le mode dynamique si besoin. Pour finir, nous injectons notre schéma de couleurs, notre typographie personnalisée, typography, et nos formes découpées, shapes, dans le composant racine Material Theme. Le curseur sélectionne l'ensemble de l'appel Material Theme pour le mettre en valeur. Grâce à cette configuration centrale, n'importe quel composant dans notre application pourra accéder à nos polices, nos couleurs et nos arrondis de façon sémantique et harmonieuse. Notre design système est enfin opérationnel. Notre thème est désormais complètement centralisé. Si demain nous souhaitons modifier une couleur, une police ou l'arrondi de toutes nos cartes, une seule modification dans le dossier thème suffira pour que toute l'application adopte instantanément la nouvelle apparence. Test du nouveau thème. Vérifions rapidement le résultat dans l'émulateur. Notre thème est désormais appliqué à l'ensemble de l'app. Voici le rendu avant notre travail sur le thème. Et voici maintenant la nouvelle identité visuelle. Les couleurs, les typographies et les formes donnent immédiatement davantage de personnalité à l'application. Et comme notre thème s'appuie sur Material Theme, il s'adapte automatiquement au mode sombre, sans aucune modification supplémentaire de nos écrans. 8 épisodes, 8 chapitres d'immersion totale pour donner vie à une application Android moderne de bout en bout. Quand on regarde une application finie, on oublie souvent la complexité et la beauté de l'architecture qui se cache sous le capot. Regardez ce plan de bataille. Tout a commencé par la fondation, la mise en place d'une architecture propre et la modélisation de nos données.
À l'épisode 3, nous avons scellé notre base de données locale avec Room pour garantir la persistance. À l'épisode 4, nous avons ouvert les vannes du réseau en connectant notre API distante avec Retrofit. À l'épisode 5, nous avons orchestré le tout avec un repository solide pour bâtir une application offline first. À l'épisode 6, le View Model est venu transformer ces données brutes en état réactif et sécurisé pour l'interface. À l'épisode 7, nous avons tracé des routes et connecté nos écrans grâce à la navigation Compose. Et enfin, dans ce dernier chapitre, nous avons habillé le tout avec Jetpack Compose et un design system unique donnant vie à notre identité graphique. Regardez ce système, ce n'est pas juste du code isolé, c'est une architecture vivante, modulaire, robuste et interconnectée. C'est exactement comme ça que travaillent les ingénieurs Android en production. De la base de données locale jusqu'au rendu final du pixel à l'écran, vous avez maîtrisé l'intégralité du flux. Le chemin parcouru est considérable. Merci d'avoir suivi cette aventure à mes côtés. Le code source final est à votre entière disposition dans la description. Si ce cours vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de le partager autour de vous et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains ateliers. Continuez à coder, continuez à apprendre et on se retrouve très vite pour un prochain projet sur Atelk. Salut à tous.